Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle parenthèse parentale que je suis ravie de vous présenter en ce mercredi 15 juin. Et nous sommes à pile poil au milieu de l'année. Et en ce jour de partition complète, je reçois dans cette émission 2 personnes qui vont vous parler d'un sujet qui revient malheureusement beaucoup dans l'actualité. Il s'agit du consentement. Alors, avec elles, nous allons parler de législation, d'éducation, de frustration, mais aussi de Blanche-Neige, paraît-il. Donc voilà, vous avez bien entendu, oui, nous allons parler de Blanche-Neige, mais nous allons aussi parler de nos invités, de leurs spécificités, de leurs activités. Et je reçois aujourd'hui dans le studio de Radio Grand Lac Chila Nico, qui est la présidente de l'association Festival des enfants. Bonjour Chila. Bonjour Isabelle. Et je reçois également Cécile Fleury, qui est conseillère conjugale et familiale. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle. Voilà, donc l'émission va certainement être passionnante et passionnée parce que Chila est une femme engagée dans la cause des enfants et c'est une vraie ferveur qui l'anime. Voilà, elle nous expliquera sans doute pourquoi après la pause musicale que nous allons faire tout de suite d'ailleurs pour mieux se retrouver après Tibbs, ici ou là-bas. À tout de suite. Sur le 92.1 et radiograndlac.com, on se détend en écoutant Radio Grand Lac. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. On se retrouve dans Parenthèse parentale avec Chila Nico et Cécile Fleury. Alors j'aime bien que mes invités se présentent brièvement pour que les auditeurs les connaissent davantage. Chila ? Oui, tu es prête? Commence. Allez, je suis prête. C'est parti. Je suis née prête. Donc, je m'appelle Chila Nico. J'habite à côté d'Annecy. Et donc, je suis mariée. J'ai un petit garçon de 8 ans. Et j'ai toujours été sensible à la cause de l'enfance, les femmes, etc. Depuis 2011, moi, je suis coach de développement personnel. Et récemment, je me suis spécialisée dans ce qui est le développement de l'intuition. Voilà. Et mes ateliers s'appellent « Oser être soi ». Et c'est très proche de oser dire non. Donc tu vois et qui s'adresse plutôt aux adultes. Aux adultes, voilà. Alors j'ai 99% de mes participants stagiaires sont des femmes parce que j'anime surtout les cercles de parole pour femmes. D'accord. Voilà. Et donc j'ai créé l'association Festival des enfants Femmes 2019. Ok. Dont le but c'était d'organiser des événements pour mettre en lumière tout ce qui est prévention et protection de l'enfance. Ok, donc on découvrira l'association dans un petit moment, puisqu'en effet, ça fait partie aussi de l'émission que tu mettes en avant cette belle association que tu as créée. Ok, on peut savoir d'où vient ton prénom ? Chila, je suis hongroise. Tu es hongroise. Je suis née, enfin, j'ai mes papiers, mais je suis en France depuis très très longues années, mais je suis d'origine hongroise. Chila, c'est un prénom typique et merci de prononcer comme il faut, Isabelle. Bravo. Oui, alors je te l'ai demandé en antenne parce que je n'avais pas dit correctement au départ. Ok. Cécile, à ton tour. Alors, moi, j'ai une 50aine d'années. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis même grand-mère. Sacrée histoire, ça aussi. Et une autre étape dans la vie, exactement, ça. Exactement. Mais peut-être une étape plus détendue, on va dire, ou oui, J'ai pas en charge son éducation. Pas les mêmes défis, voilà, c'est ça, que les avantages. Tout à fait. Je suis donc conseillère conjugale depuis 2 ans, après avoir été éducatrice spécialisée à la protection de l'enfance pendant plus de 20 ans. Mm-hmm. J'habite un petit village des Bauges et j'exerce à la fois en libéral à Annecy et à la fois dans un centre de planification et d'éducation familiale. D'accord, très bien. Alors, avant d'attaquer au cœur du sujet, le sujet du consentement aujourd'hui, je voudrais d'abord que maintenant que vous vous êtes présenté personnellement, c'est que vous présentiez justement vos activités, pour qu'on comprenne un peu mieux, peut-être, je vais dire, votre légitimité à parler du sujet du consentement.
Alors, Cécile, qu'est-ce que c'est une conseillère conjugale et familiale ? Alors, c'est beaucoup de choses. Le nom, en plus, est très trompeur parce que finalement, je donne assez peu de conseils. Je suis plutôt dans l'écoute, dans accompagner les personnes à trouver leur propre chemin, à faire leur propre choix, à prendre leurs propres décisions. J'ai en fait 3 pans dans mon activité. La première activité, c'est le conseil conjugal pur, on va dire, qui s'adresse aussi bien à des couples qu'à des personnes seules. Ça aussi, c'est un petit peu moins su et connu. Là, je vais vraiment travailler alors avec les formations que j'avais faites avant, avec du coup ce qui s'appelle une approche systémique. Donc, je travaille avec le système familial et le transgénérationnel, partant de l'idée que l'adulte que nous sommes aujourd'hui sommes le fruit d'une éducation, d'une enfance, et qu'il est parfois tout à fait nécessaire de faire le tri entre ce que nous avons pris, ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on a réglé ou pas, pour pouvoir prendre des décisions ici et maintenant. Donc, il m'arrive effectivement de questionner les gens sur leur histoire, leur lien d'attachement, comment était leur lien à leurs parents. Donc ça, c'est le premier pan de mon activité. Le deuxième pan, c'est l'accompagnement autour des IVG, des interruptions volontaires de grossesse, que je pratique pour le coup au centre hospitalier Alpes-Léman, qui est en Haute-Savoie, au centre du département. Et là, j'accompagne des femmes, des couples sur ce chemin particulier qui est la décision d'interrompre une grossesse, pour tout un tas de raisons. Et voilà, l'entretien pré-IVG, ça fait partie de mon travail Ok. Voilà. Et puis la troisième partie, c'est ce qui me permet de rencontrer des adolescents, des jeunes qui vont bien, qui ne sont pas en difficulté. C'est l'éducation à la vie sexuelle et affective que je fais tous les mercredis après-midi dans J'en sors, là, à la maison des ados de Vétramontou, et puis dans les collèges et les lycées. D'accord, ok. Donc ça c'est plus ta formation d'éducatrice Non, de conseillère conjugale. D'accord. En fait, ça c'est vraiment... Non, je ne faisais pas du tout ça quand j'étais éducatrice spécialisée. D'accord. Là, c'est vraiment mon métier de conseillère conjugale qui est sur ces 3 plans-là. Ok. Donc, j'exerce dans un centre de planification et d'éducation familiale qui est une émanation, une obligation des départements. Donc, en Savoie, c'est le conseil départemental qui les gère directement. La spécificité de la Haute-Savoie, c'est qu'on est intégré dans des hôpitaux. C'est pour ça que je fais aussi tout ce qui est les entretiens pré-IVG. D'accord, très bien. Et j'imagine donc cette notion de consentement, c'est quelque chose que tu abordes plus avec peut-être les ados qu'avec avec les parents ou Alors, clairement, j'aborde ça avec les ados, bien évidemment. Mais aussi, une des questions quand même qui est autour de l'IVG, c'est... pourquoi il y a le désir d'interrompre cette grossesse, et donc quel est le contexte de cette grossesse. Est-ce que c'est une grossesse qui est un accident de contraception? Est-ce que c'est le fruit d'un acte sexuel non consenti? Donc le consentement est au cœur effectivement de la pratique. Il peut être au cœur aussi de ces consultations-là. Okay. Et puis aussi des consultations de couple, parce que le consentement, c'est pas quelque chose qui va de soi dans un couple, même marié. D'accord, ok, oui, la précision a été importante en effet. On peut te consulter, donc tu disais, on peut te consulter en cabinet? Tout à fait, oui, tout à fait. Donc ton cabinet est à Annecy. Et je fais aussi des consultations via Skype. J'ai beaucoup de suivi via Skype pour des raisons de commodité. Bien sûr. Et aussi parce que j'ai commencé pendant le 2e confinement. Ah oui. C'est bien à la mode, mais ça dépanne beaucoup de personnes parce que voilà, des fois se déplacer, même au cabinet, ça peut être problématique. Hein. Enclencher ce mouvement-là peut être problématique, et c'est vrai qu'Internet nous rend de grands services dans ces cas-là. Ok, Chila, comme je l'ai dit en introduction, toi tu es la présidente donc de l'association Festival des enfants. Elle consiste en quoi cette association, même si tu nous as donné quelques petites pistes tout à l'heure, et quelles sont tes missions? Alors, l'association a pour but d'organiser des événements. Le festival, donc ça porte bien son nom, mais tout au long de l'année, on donne rendez-vous sous forme d'ateliers, de conférences, ateliers pour les enfants, les écoliers à partir de 3 ans. Depuis l'année dernière, on propose des ateliers préventifs pour les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 10-11 ans. Et c'est un atelier qui s'appelle Graines de super-héros.
Donc là, on parle vraiment de consentement. Ça fait partie du contenu, mais de manière ludique, adaptée aux enfants. Voilà, c'est ce que j'allais te demander, bien parce sûr. que bien sûr, faire un cours un peu magistral sur le consentement des petits bouts, c'est adressé à des enfants de quel âge d'ailleurs? À partir de 3 ans. À partir donc de 3 ans. Pour les écoliers, on intervient, en ce moment, on est à Sévrier, on intervient dans une école maternelle et primaire. D'accord. Jusqu'au collège. Et puis au collège, c'est un format un peu différent, mais pour l'instant, on privilégie vraiment les tout petits. Ok. Donc c'est des ateliers qui ont été conçus avec une équipe qui m'accompagne depuis le début. Donc il y a eu Élodie qui est d'UXP, un pédopsychiatre, il y a une sophrologue. Donc on essaie vraiment de faire un contenu hyper ludique pour les enfants, mais toujours avec ce message de ton corps t'appartient, savoir dire non, connaître les interdits, tout ça sous forme de jeu. Mais le message passe bien et les enfants sont vraiment passionnants et passionnés par le sujet. D'accord. Donc il y a les ateliers pour les enfants, le festival des enfants. Alors là, c'est j'imagine quelque chose de plus festif. Alors le festival, c'est prévu au mois de juin l'année prochaine, donc 4 juin 2023. Il y a eu pas mal de reports, j'imagine. Oh là, oui. Mais on ne désespère pas. Et puis comme je suis une femme de solution, extrêmement optimiste, mais quand même lucide du terrain, c'est un festival, c'est un événement qui demande des moyens, qui demande et ça demande aussi de rassembler et de fédérer autour de la cause. Et ça, c'est un peu plus délicat. Ouais. Donc oui, les conférences, aujourd'hui, on donne rendez-vous aux parents et aux adultes sur des conférences thématiques. On en a fait, Cécile faisait partie des intervenantes la semaine dernière sur la sexualité des ados. Et on donne rendez-vous tous les 2 mois avec un thème spécial. Le prochain, c'est le 13 octobre. Au cinéma, c'est une projection sur le harcèlement scolaire. D'accord. Donc à partir d'un film, et vous allez ensuite débattre sur le sujet. Au mois de novembre, on fait une conférence sur le consentement et les droits de l'enfance, puisque c'est l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant, le 20 novembre. Et en janvier, on aura une conférence sur les handicaps invisibles. Donc on essaie de donner rendez-vous régulièrement en attendant qu'on puisse rassembler, fédérer autour de cette cause et populariser la protection de l'enfance. J'adore ce mot. Parce que c'est l'affaire de tous. Bah oui, bien sûr. On est bien d'accord. Alors, tu viens de le dire, vous travaillez parfois en collaboration, donc c'est aussi pour ça que je vous ai invité toutes les deux aujourd'hui. Donc on comprend mieux maintenant comment vos parcours vous ont réunis et voilà ce que j'appelais tout à l'heure votre légitimité à parler du consentement. Voilà, c'est clair maintenant. D'un côté, donc, on a Cécile avec ses connaissances professionnelles de la protection de l'enfance et ses missions d'information auprès des jeunes et des adultes sur la sexualité. Et puis Chila, donc, avec ses missions de protéger les enfants en créant autour d'eux et des parents, je dirais, du coup, peut-être des passerelles vers les professionnels et les structures qui existent. Moi, j'appelle ça des boîtes à outils. Je suis très concret parce que les parents, j'avais une garderie avant, donc les parents me demandaient souvent, mais comment en parler, comment déjà engager la conversation. Et en fait, ce que j'essaie d'apporter aux parents, c'est vraiment des outils concrets pour parler des thèmes qui sont parfois tabous et parfois difficiles, où le gêne est normal. Et bien sûr, faire le lien avec les professionnels adaptés pour chaque. Mais la prévention, c'est de l'éducation, en fait, tout simplement. Oui. On va en parler maintenant, justement. Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est donc pour parler du consentement. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une vague de protestations, d'indignation qui ont suivi les différentes affaires, l'affaire Weinstein et puis MeToo, qui ont mis en lumière donc le fait que la notion même de consentement, elle restait floue pour beaucoup de personnes. Alors du coup, question, le consentement, c'est quoi ? Qui répond ? Cécile ? Alors, le consentement, d'abord, ça n'existe pas dans la loi. Donc, c'est vraiment la première chose qui existe. Elle existe que, en fait, on parle de viol et d'agression sexuelle et donc de relations sexuelles non consenties en absence du consentement. Donc, par définition, on ne définit pas le consentement. Mais moi, il y a une définition du consentement que j'aime bien. C'est l'idée de dire oui quand on a évalué qu'on pouvait dire non. C'est subtil. Oui, quand on a évalué qu'on pouvait dire non. C'est-à-dire quand on a le choix, quand on s'est posé la question de est-ce que j'ai envie de cette relation sexuelle, est-ce que j'ai envie de cette pratique, est-ce que j'ai envie
Aujourd'hui, voilà, ça tourne autour de ça. Pour pouvoir répondre oui quand on a évalué qu'on ne pouvait pas dire non, il faut une certaine maturité et il faut surtout ne pas vivre dans la crainte ni sous l'emprise de la personne qui va agir ou qui va proposer entre guillemets. Donc voilà, le consentement, c'est ça, mais la loi ne le définit pas. Ok. Moi, j'ai une approche assez simple. Le consentement, ça fait partie de notre vie au quotidien. Aujourd'hui, on entend parler du consentement parce que, comme tu disais justement, il y a des affaires et la libération de la parole des femmes avec l'effet MeToo, etc. Ça a aidé à avoir cet élan, mais la parole est libérée et après, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on est loin d'avoir trouvé toutes les solutions. La vie quotidienne pour les parents, surtout des enfants petits, parce qu'ils pensent que consentement, on va en parler adultes ou ados, mais surtout pas quand ils sont tout petits. Oui, c'est un peu ce que disait Cécile quand tu as dit c'est la capacité de réfléchir, voilà, si on peut dire oui, si on peut dire non, mais un enfant de 3 ans, puisque tu expliquais, Chila, que tu faisais aussi des ateliers pour les enfants de 3 ans, est-ce qu'ils ont cette capacité-là ? Oh, mais même avant, même tout bébé, il suffit vraiment de les guider vers la pleine conscience de leur corps et de leurs émotions. C'est surtout les émotions qu'on va chercher chez les tout petits, connaître aussi leurs ressentis. Et c'est leur corps qui va donner des infos. Et donc forcément, ça fait partie. Moi, ce que je remarque, c'est que les parents aujourd'hui, on va dire 35, 55, cet âge-là, c'est pour ça que je parlerai de Blanche-Neige tout à l'heure, tu verras. Nous n'avons pas été forcément éduqués au consentement. Donc, comment les parents qui n'ont pas eu cette formation, éducation, cette sensibilisation, comment peut cette parent éduquer son enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans ? Et bien ça prend. Voilà, on a des solutions, on a un accompagnement aussi pour les parents, notamment avec nos conférences pour l'association. Mais après, aujourd'hui, nous avons quand même pas mal de sujets, des livres, des sites, des podcasts, etc. Donc, il faut vraiment se mettre dans la tête que le consentement, c'est au quotidien. C'est pas obliger un enfant de faire la bise à tonton qui pique, les câlins forcés. Alors, c'est très culturel en France. Oui, c'est vrai. Mais fait un bisou à la dame, voilà. Mais lors d'un atelier, une petite de 8 ans m'a dit, parce que le parcours super-héros, rapidement, c'est connaître son corps, etc., les limites, les interdits. Et on parlait justement à la piscine, si quelqu'un te demande de baisser ton maillot de bain, voilà. Et la petite disait, mais même s'il dit s'il te plaît. Ah oui. Et donc, on est conditionné. Voilà, c'est ça. Oui, on exactement. est éduqué, conditionné à obéir aux grands. Et nous, on leur apprend à vraiment faire confiance à leur ressenti, cette estime, cette estime de confiance en soi. Ça passe par aussi l'écoute de son corps et de ses émotions. Alors, mais j'imagine que le travail, il est quand même de longue haleine, parce que justement, tu disais qu'il y a l'éducation, le poids de l'éducation, qui fait que voilà. Donc, c'est pas en un atelier. J'imagine que les enfants ont les outils suffisants pour. Non, mais plus on commence jeune, c'est un investissement sur l'avenir. C'est-à-dire que si on accompagne des enfants à la maternelle pour parler de prévention, de connaissance de son corps, etc., de ses émotions, on aura moins de travail à faire au collège et au lycée. Aujourd'hui, on est concentré sur les traumatismes et les tragédies qui sont plus ou moins entre 11 et 14 ans. Voyons, la semaine dernière, avec une autre tragédie. Donc, parce que le travail n'a pas été fait en amont quand ils sont tout petits, quand ils commencent la vie sociale et la reconnaissance de l'autre aussi. Les relations sociales, ça commence aussi à l'école ou voire à la crèche. Alors, peut-être que je vais demander à Cécile, où elle se trouve la frontière, justement, entre le non quand on est vraiment dans le consentement et puis le non quand l'enfant refuse quelque chose. Enfin, on parle de cadre éducatif, il faut de la bienveillance, il faut un cadre en même temps. Ce non, il se positionne où là ? Parce que c'est difficile pour un enfant du coup de faire la différence entre ce non du consentement et puis le non, voilà, dans d'autres. Moi, je pense quand même que quand on parle de consentement, l'éducation au consentement, elle doit effectivement commencer très très tôt. Et
on ne demande pas forcément l'avis. Aujourd'hui, c'était rigolo. J'étais à la maternité. Il y a une maman que j'ai accompagnée toute sa grossesse avec son conjoint qui a accouché hier et qui a demandé à ce que je vienne la voir. Donc, je suis allée rendre visite à cette maman et à voir ce petit bébé. Et l'auxiliaire de puère était là. Et en fait, elle faisait les soins au bébé. Eh bien, elle lui disait tout ce qu'elle était en train de faire. Alors, elle ne lui demandait pas son avis parce que d'abord, Rose pleurait et qu'elle n'avait pas du tout envie qu'on lui touche son cordon, qu'on lui mette des gouttes dans le nez, etc. Mais elle lui disait absolument tout ce qu'elle était en train de lui faire. Et par rapport au consentement vraiment dans la vie sexuelle, c'est quelque chose qui est effectivement abordé de cette manière-là dans la vie sexuelle beaucoup plus tard. Après, il y a l'intermédiaire. Et c'est vrai que quand on dit non à un enfant parce qu'on est en train de lui poser un interdit dans l'éducation, si quelques secondes après, pour que l'enfant ne fasse pas de colère ou pour avoir la paix, on lui dit oui, quelle valeur a le non ? L'idée, c'est de dire qu'un non, c'est toujours un non, quoi qu'il arrive. Et ça, pour le coup, c'est un job de parent. Alors, c'est pas facile d'être parent. Il y a des moments où on a envie de lâcher, des moments où on a envie de craquer. Mais voilà, la valeur du non, le jour où on a une relation sexuelle, et alors, les ados sont encore parfois là-dedans, oui, mais les filles, elles disent pas vraiment non, puis le oui, ça veut dire non. Ben non, le non, ça veut dire non. Mais effectivement, quand on a appris, quand on était petit, que parfois, parfois, le non, ça peut être oui. Eh bien, ça s'inscrit dans des expériences répétées, ça s'inscrit. C'est ça surtout. Ok. Je parlais de Blanche-Neige, j'ai vraiment envie de la placer. Allez, on place Blanche-Neige maintenant. Alors, attention, Blanche-Neige, mais pas que. Il y a aussi La Belle au Bois dormant. En fait, j'ai envie d'appeler ça les princesses MeToo. D'accord. Donc, nous étions, dans notre génération, on nous a quand même inculqué ces contes. Et qu'est-ce que ça donne comme message quand Blanche-Neige, endormie, reçoit un baiser du prince charmant? Mais est-ce qu'elle est consentante, la Blanche-Neige, pour ce baiser? Est-ce que la Belle au Bois dormant est consentante aussi quand le prince sauveur, n'est-ce pas, au haut de la tour, vient pour la délivrer, mais elle est endormie? Est-ce qu'elle est consentante? Donc, c'est très contemporain, ce sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis optimiste parce que les contes, les histoires pour enfants ont évolué. Mais attention, les parents aujourd'hui, nous, 30, 40, 50, nous étions élevés avec la sauce Blanche-Neige. Voilà. Donc, c'est aussi un conditionnement de la conscience collective qu'on est en train de se défaire comme un pot de serpent. C'est passionnant de voir. Et moi, je suis extrêmement positive, optimiste pour la génération des tout-petits, des moins de 10 ans. Les ados, les jeunes, c'est un peu bancal entre deux. Voilà, nous, on arrive avec nos valises. Mais pour les tout-petits, je suis très optimiste parce qu'ils vont avoir toute cette approche. Et alors, quand tu dis toute cette approche, alors j'entends bien que toi, tu as une démarche, voilà, que tu es complètement impliquée là-dedans. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment partout? Enfin, non. Pour avoir été dans l'enseignement pendant de nombreuses années, je n'ai jamais abordé ce sujet avec mes élèves. On ne m'a jamais demandé d'aborder ce sujet. On n'a jamais eu personne, voilà, qui est venu nous faire une intervention là-dessus, quoi. Alors, c'est obligatoire. Aujourd'hui, la loi oblige les établissements à avoir 3 heures dans l'année d'éducation sexuelle. Donc, forcément, on parle de consentement. Justement, 3 heures par niveau. Pas par niveau. Pas par scolarité. Cécile a publié hier ou avant-hier un article sur justement le consentement mis en valeur par UNICEF, etc. Et il y a des études et des chiffres montrent que les établissements, à 93%, ne respectent pas. Donc, déjà, même si la loi existe, si les mœurs, le quotidien, la vie de tous les jours, le public ne suit pas, il va falloir crier plus fort. J'entends bien ce que tu dis. La seule difficulté, enfin voilà, moi les retours que j'ai eus aussi de parents, c'est que ils ne voient pas. Alors l'intérêt et aussi peut-être, je dirais, peut-être se rapportent plus à l'âge de leur enfant et se disent mais c'est pas le bon moment, puisque toi tu parlais de cette éducation au consentement jeune, donc dès la maternelle.
voilà, pour eux, c'est assez compliqué d'avoir une intervention auprès des enfants aussi jeunes, quoi. Donc, l'idée quand même, c'est que les professionnels, on adapte quand même notre discours et nos propos à l'âge des enfants, à l'âge des ados. Moi, j'ai fait des interventions en classe de 4e et des interventions en classe de seconde. 2 ans d'écart, ça semble rien, mais en fait, c'est énorme, énorme. Le niveau de maturité, le niveau d'intellectualisation, d'élaboration. Donc, on adapte notre discours. Et si on reçoit des enfants plus jeunes, moi, j'ai reçu des enfants de 11-12 ans, j'ai vu des enfants de 11-12 ans dans des foyers d'accueil, on adapte notre discours. D'accord, et parce que là, on imagine que ce sont justement des interventions extérieures qui se font dans les écoles. Parce que de là à ce que les enseignants soient formés, je pense que ça, c'est autre chose. On va attendre un petit peu. Oui, Chila. Oui, juste un petit mot pour les parents. Tu disais tout à l'heure qu'il y en a qui sont réfractaires. C'est normal, puisqu'ils se calent sur leur expérience, leur enfance, leur adolescence, où, je suis désolée, c'est peut-être les traiter de vieux, mais l'écran, l'hyper-connexion n'existait pas à ce point-là. Les enfants sont vraiment... complètement exposés au niveau des images qui sont parfois choquantes, parce qu'on peut tout contrôler, il faut pas y croire. Donc non, notre enfance, notre adolescence n'est pas la même chose que ceux de nos enfants. Et c'est ça aussi, le travail qu'on fait nous, c'est de rassurer. Puis Cécile aussi, on rassure les parents sur leur rôle. Que forcément, le métier d'un parent, c'est difficile, mais attention, il y a un décalage entre l'enfance de leur enfant et leur enfance à eux. D'accord. Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que c'est vous qui contactez ? Vous pouvez contacter les établissements scolaires ou oui. Il faut attendre que ce soit une démarche de leur part ? On n'est pas logé à la même enseigne pour le coup. Moi, du coup, le fait de pouvoir d'être conseillère conjugale et familiale, d'être dans ce circuit de l'éducation nationale, je fais partie d'un réseau de professionnels sur le bassin d'Annemasse, puisque c'est comme ça que je suis rattachée. Et en fait, les infirmières scolaires font des plannings d'intervention et font appel aux extérieurs. Donc, il y a des professeurs qui sont formés, mais il y a aussi des conseillères conjugales du planning qui interviennent, du centre de planification qui interviennent, des gens du planning familial qui sont des bénévoles. Il y a aussi des sages-femmes PMI, Et en fait, on est au contraire, nous dans ce sens-là, on est sollicité. Il faut s'inscrire, on reçoit parce qu'il faut du coup pouvoir intervenir dans les classes. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Nous, c'est l'inverse. On sollicite les établissements et on n'a pas de retour. Donc après, il faut comprendre pourquoi du comment. Il faut les rassurer aussi, parce que c'est une association. Tous nos bénévoles sont pourtant des personnes formées, diplômées, mais malgré ça, il y a quand même un travail de... C'est comme si tout ce qui vient du privé n'avait pas autant de légitimité, alors que le contenu est béton. Ok. Ce que je vous propose, mesdames, c'est de faire une pause musicale et après la pause, nous parlerons un petit peu de législation quand même parce qu'il est important, de comprendre aussi ce qu'il y a derrière ces actes de non-consentement et d'enfreinte à la loi. Et puis ensuite, nous parlerons de vos possibilités d'intervention. Et voilà, donc on voit tout ça après la pause musicale. On va écouter Alan Vedé, Fidèle à moi-même. À tout de suite. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Pour fêter l'arrivée de l'été, la brasserie des Cimes à Aix-les-Bains vous propose une Summer Party. Au programme, bar, food truck, visite, dégustation et concert à 20h avec le groupe Rock of Ages. Venez nombreux le vendredi 17 juin de 15h à 23h au 152 avenue de Saint-Simon. Renseignements 04 79 88 16 80. Entrée libre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La journée des femmes, c'est le dimanche 19 juin au Château Brachet à Grésy-sur-Aix. Stand coiffure, esthétique, maquillage. Vous profiterez, mesdames, d'un cadre idyllique pour prendre soin de vous. Pour les messieurs, des activités sportives seront possibles. Tennis, golf, ping-pong, pétanque, padel, croquet. Événements organisés avec le salon de coiffure et d'esthétique Madame se fait belle et Monsieur aussi à Aix-les-Bains. Ouvert à toutes de 10h30 à 17h, gratuit et sans réservation. Boissons et restauration aux horaires traditionnels. Renseignements au 04 58 62 01 01. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac.
Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. De retour dans Parenthèse parentale avec Chila Nico et Cécile Fleury. On a abordé dans la première partie de l'émission un petit peu des pistes éducatives, je dirais, mais il y a encore beaucoup à dire. Ce qu'on va faire là, dans cette deuxième partie, on va parler un peu de législation. Et puis Cécile a à cœur aussi de revenir sur différents points, donc je leur laisserai la parole. Alors, que dit la législation du coup au niveau du consentement? Que dit la loi? Alors, c'était un petit peu ce que je reprends les notes de Gaëlle, tout simplement. Voilà. Tu vois, Gaëlle Rivas, c'était une juriste qui était une de nos intervenantes la semaine dernière lors de la conférence, donc avec Cécile. Et donc, alors, moi, je ne me suis pas embêtée. J'ai repris ses notes, puisque elle est juriste. Elle est juriste, elle sait de quoi elle parle. Et voilà, donc le changement dans la définition du viol, plus complète la réglementation, donne un seuil de non-consentement pour les moins de 15 ans. En dessous, protection renforcée, notamment si partenaire majeur. Ça veut dire quoi? Il y a aussi la clause de Roméo et Juliette. Vous avez entendu parler de ça récemment? On est beaucoup dans les histoires. Roméo. C'est tout sauf très romantique, tout ça. L'écart de 5 ans entre le majeur et le mineur de moins de 15 ans, donc là, le consentement n'existe plus. C'est-à-dire que si une ado de 14 ans a une relation sexuelle avec un adulte de plus un majeur, parce que 19 ans, il n'y a plus de consentement puisqu'elle a 5 ans de... Même si... Sauf si Roméo et Juliette. Sauf si Roméo et Juliette. Voilà. Alors moi, j'allais dire, même si elle était, on va dire, peut-être consentante, à ce moment-là, de toute façon, on est hors du cadre et donc c'est pénalement puni. D'accord. Non, puisque du coup, c'est la différence, c'est parce que ça aurait dû. C'est-à-dire qu'en fait, la logique, c'est de dire qu'avant 15 ans, on n'a pas à rechercher le consentement. On estime que un jeune. On va essayer d'éviter de genrer nos propos. D'ailleurs, je suis très très surprise de la publicité juste avant, que je trouve extrêmement genrée. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc, l'idée, c'est de dire qu'un jeune qui a moins de 15 ans, on part du principe qu'il ne peut pas donner son consentement. D'accord. Donc, s'il y a une relation sexuelle, on n'a pas à aller chercher. En fait, avant, il fallait qu'il prouve qu'il n'était pas consentant. Là, on part du principe qu'il n'est pas consentant. Sauf pour l'amendement Roméo et Juliette, qui est lorsqu'il y a une relation établie. Alors évidemment, on n'est pas sur la relation sexuelle d'un soir dans une soirée arrosée. On est dans une relation. Roméo et Juliette, c'était des gens amoureux quand même. Donc on est dans une histoire relationnelle avec des liens affectifs entre une jeune qui aurait ou un jeune qui aurait moins de 15 ans avec quelqu'un qui est effectivement majeur et qui aurait plus que 5 ans de plus qu'elle. Okay. Mais il faut, pour ça, c'est vraiment l'idée de la relation qui prévaut, parce que ça ne marche pas si c'est dans une soirée arrosée. Voilà, c'est ça l'idée. Compris. Donc, moins de 15 ans, c'est clair. Et au-dessus de 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Au-dessus de 15 ans, j'ai envie de dire que le consentement est aussi attention, c'est le changement des mentalités, des mœurs passe par le langage. Ouais. Ce qui m'a choquée, toi tu vas enchaîner après sur le terme des agressions et les viols, mais on dit en français, comme je ne suis pas française d'origine, j'adore cette langue, mais du coup je note des choses. Alors, elle s'est fait violer. Ben non, on se fait une terrasse, on se fait un film, mais on ne se fait pas violer. Non, elle est victime. La victime n'était jamais fautive, attention, je sais qu'on a du mal à l'enfance avec ça, mais il faut croire les victimes. Elle a été violée par quelqu'un, et le plus juste à dire, c'est un tel l'a violée. Oui. Donc le jour où on va changer aussi notre façon de parler, de s'exprimer, ça va venir changer les mœurs, après les lois, et voilà, on va venir changer les mentalités. Mais ça passe aussi par le langage. Et comme je travaille avec les enfants, c'est important aussi de... Ta remarque est tout à fait juste, c'est vrai. Ok. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez rajouter sur... Alors, par rapport du coup au consentement, clairement, le consentement, en fait, c'est quand on dit oui, c'est oui. Quand on ne dit pas oui, c'est non. Et quand on dit non, peut-être, c'est non aussi. Quand on ne dit rien, c'est non aussi.
Voilà. Et en fait, c'est compliqué. Et puis, c'est pas parce qu'on a dit non un soir qu'on a envie le deuxième soir. C'est pas parce qu'on a dit oui à une certaine pratique qu'on dit oui à toutes les pratiques. Il y a un petit film extraordinaire qu'on peut voir en vision libre sur YouTube, qui s'appelle La tasse de thé. On tape La tasse de thé consentement. C'est un petit film très très court. C'est un petit dessin animé anglais qui explique très 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 bien la métaphore du consentement par rapport à la tasse de thé. Alors il faut avoir un certain niveau un enfant de 8 ans ne va absolument rien comprendre. Okay. Il faut un certain niveau de maturité intellectuelle pour le comprendre. À partir de l'adolescence, peut-être. Oui, sans souci. D'accord. Sans souci. Okay. Sans souci. Donc la tasse de thé sur YouTube. Okay. Voilà, effectivement. Et puis oui, moi je voulais revenir sur une notion qui est une notion un petit peu galvaudée, le devoir conjugal. Tout le monde a entendu parler de ça. Elle n'a pas voulu faire son devoir conjugal. Alors, le devoir conjugal, clairement, ça n'existe plus dans la loi. Une femme n'a plus est-ce que ça a existé ? Oui. Ça existait dans la loi. Ça existait dans la loi, mais ça fait très longtemps que ça n'existe plus. Oui, c'était même une cause de divorce. Okay. Si la femme se refusait à son mari. Moi, je rencontre encore des femmes qui me disent ça. Je me suis refusée à lui. Et puis, au bout d'un moment, elles me disent, ouais, mais ça fait tellement de fois que je me refuse à lui, je lui ai dit oui. Donc le consentement, c'est quand on en a envie. En fait. Quand on n'en a pas envie, il n'y a pas de consentement. Et le viol, du coup, le devoir conjugal, ça implique quelque chose qui est très très peu reconnu et très 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 tabou, qui est le viol conjugal. Le viol conjugal, c'est le fait d'avoir une relation sexuelle qui n'est pas consentie, même si c'est notre mari et qui dort dans notre lit depuis 30 ans. Ok. Ouais, alors là, en effet, on est sur encore un autre processus là, puisque la relation supposée amoureuse qui voilà, comme si la relation supposée amoureuse devait forcément aboutir à une relation sexuelle. C'est ça, tout à fait. Oui, Chila, tu voulais. Oui, je voulais juste faire une petite remarque par rapport au consentement. On éduque nos filles à savoir dire non. Mais attention, il faut aussi éduquer nos garçons à comprendre le non. Et puis à dire non aussi. À dire non aussi. Alors, je suis d'accord avec Cécile, le genré, faudrait peut-être s'éloigner, mais les statistiques, les chiffres sont là. 91% des victimes sont quand même des femmes dans ce qui concerne les agressions sexuelles. Donc, la frustration du non, on éduque aussi nos garçons et nos filles aussi. Mais le consentement, c'est une relation à deux. Il faut que l'autre entende le oui ou le non et que celui qui demande entende le oui ou non. Donc c'est une relation et qu'il accepte. Donc c'est une vraie éducation en fait à l'écoute de l'autre et puis l'empathie. Tu sais qu'au Danemark, l'empathie, il y a des cours d'empathie enseignés depuis 1993. J'en ai parlé au rectorat de Grenoble il y a quelques temps en disant venez, on va développer quelque chose. Ah non, Madame Nico, c'est beaucoup trop compliqué. Eh oui, on peut pas inscrire ça au programme, ça n'est pas possible. Ok. Alors, juste une question qui me vient comme ça, c'est pourquoi aujourd'hui, comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? Pourquoi cette notion de consentement, elle a pris tant d'ampleur ? Tu disais tout à l'heure, les bouches sont peut-être déliées, les langues sont déliées. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu justement une dégradation dans les relations hommes-femmes pour qu'on en arrive là ? Ça a toujours été. Est-ce que c'est les médias qui se sont emparés du sujet et qui l'ont amplifié, ou bien il y a des choses qui ont vraiment changé chez les enfants, chez les adultes, dans la société ? Ce qui a changé. J'ai vu que Chila, elle me secouait son portable, donc je pense que c'est peut-être aussi, oui, en effet, la banalisation de la pornographie aussi chez les jeunes, peut-être. Oui, et puis je pense que ce qui a changé profondément, on en a parlé tout à l'heure de MeToo. C'est la libération de la parole. C'est le cas pour ce qu'on appelle le coming out, c'est-à-dire que du coup, on serait dans une société forcément hétérosexuelle, donc quand on est homosexuel, on doit faire son coming out. Ça questionne aussi, mais c'est un autre débat. En tout cas, il y a l'idée vraiment de la libération de la parole et puis de mieux prendre en considération ses propres besoins et une appropriation de son corps. Je pense qu'on est là-dedans, qui est effectivement, je pense, issu
et qui est la contrepartie, puisque en fait, à chaque fois qu'il y a une avancée, parce que le téléphone portable, c'est une belle avancée, hein, il y a plein de choses, la technologie, mais quand il y a des avancées dans les relations humaines, il y a forcément toujours un espèce de contre-pouvoir, de balancier qui se met en place, et je pense que ce mouvement MeToo, bah oui, il existe parce que, en premier lieu, il y a eu l'explosion des réseaux sociaux, du téléphone que les gamins ont dans les mains à 10-11 ans, ça sera un autre sujet aussi. Ah, oui. On peut revenir 3 heures si tu veux. On fera une autre émission, promis. Mais voilà, avec la banalisation, mais c'est pas tant la banalisation, c'est que du coup, c'est très très facile d'avoir accès. L'autre jour, Gaëlle en conférence disait, et c'est vrai que ça m'est revenu, à la fin du vidéoclub, on allait chercher nos cassettes. Alors là, les moins de 20 ans, ils savent peut-être même pas de quoi je parle. On allait chercher la cassette VHS à la location et il y avait un rideau rouge où c'était marqué interdit aux moins de 18 ans. Donc forcément, on se posait la question. Mais maintenant, il n'y a pas de rideau rouge, il y a il suffit d'aller sur internet, de savoir enlever le contrôle parental quand il y en a un, puis les gamins savent bien mieux faire que nous. Ils sont nés avec ça dans les mains, donc voilà. Oui, ils sont beaucoup trop connectés malgré tout, même si je suis très optimiste sur les générations à venir, je reste quand même assez choquée quand je vois des bébés de 2 ans dans la poussette avec le portable à la main. Il faut savoir que les spécialistes disent que cette lumière spéciale fait vraiment disjoncter des liens dans le cerveau du petit qui n'est pas mature suffisamment pour faire pour capter ces images. Donc attention aussi à cette surexposition qui peut être très dangereux parce que il y a une manque d'empathie chez les jeunes, chez les ados, on le voit, où la violence est assez banalisée. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de Squid Game, une série sur une plateforme, et c'était interdit au moins de 18 ans. Et j'ai demandé aux gamins de mon quartier résidentiel, à 11 ans, ils ont tous vu, et ils m'ont regardé, mais quoi, c'était pas et je suis restée bouche bée. J'avais vu un sondage, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais il paraît qu'aujourd'hui, des enfants qui rentrent au collège, garçons et filles, ont déjà tous visionné des images pornographiques sur un enfant de 9 ans sur 3 ont visionné des pornos violents. Alors, sur le coup, ils disent non, mais les dégâts sont considérables au niveau de leur cerveau. Ils sont pas, le cerveau n'est pas fini à cet âge-là. Ça finit vers 25 ans normalement. Oui, et puis voilà, puis c'est l'image de la sexualité qu'il y a derrière. Et puis la femme, l'image de la femme, bien sûr. Voilà. Donc il faut rester vigilant et équilibré. En fait, peut-être que, alors je me suis pas renseignée sur la question. Peut-être que vous savez vous y répondre. En termes justement de protection des enfants par rapport aux images pornographiques, à ces accès faciles à des sites, peut-être pas adaptés. Ça n'existe pas, ça ? Si, sur le papier, ça existe. Si, sur le papier. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Les plateformes passent sous les radars très facilement, puisque la législation n'est pas suffisamment en place. Le gouvernement est très tiède pour prendre des mesures dignes de ce nom, pour taxer ces plateformes, pour aller, quand tu vois que des plateformes comme Free est un des plus gros distributeur d'images pédopornographiques et que tout va bien, Madame la Marquise. Non, les associations n'arrêtent pas de tirer l'alarme, mais les gouvernements restent vraiment beaucoup trop passifs. Ok. Quand tu vois aussi certains... Et puis c'est un monde où ça va très très vite, donc même si de temps en temps ils arrivent à fermer des sites, alors en l'occurrence des sites de pédopornographie, qui deviennent après d'ailleurs des sites de prostitution, de mineurs. J'étais à une conférence dernièrement à ce sujet-là, pour 2 qui ferment, il y en a 5 qui ouvrent. Ça va très 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 vite. Ils sont hébergés n'importe où dans le monde. Et voilà. On ne peut pas empêcher qu'un enfant tombe sur ces images. Ce qu'on peut faire en tant que parent, c'est les prévenir en disant... Tu peux, parce que même si nous on interdit à la maison qu'il n'y a pas d'écran, les copains on les voit bien sûr dans la cour de récré. Par contre, s'ils savent qu'ils peuvent tomber sur des images qui ne sont pas adaptées, que ça peut être, ça peut leur faire du mal physiquement, émotionnellement, ils sont prévenus et ça passe un peu mieux quand même. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est en effet une éducation, la communication déjà avec l'enfant, oser en parler, oser parler de ça. Et puis, alors il y a peut-être un autre aspect, c'est aussi, est-ce que c'est pas en voulant anticiper
tout ça, justement pour protéger les enfants, est-ce que c'est pas un peu anxiogène pour eux? Est-ce que ça leur fait pas, imaginer Non, ce qui est anxiogène pour un enfant, c'est l'inconnu. C'est tomber sur un truc qui le choque. Si il est pas stressé, s'il était prévenu un minimum avec les mots adaptés, comme on disait au début de l'émission, sans dramatiser. Voilà, sans dramatiser. L'anxiogène, on a vu les dégâts que ça peut donner pendant 2 ans de crise sanitaire. C'est bon. Par contre, les enfants se comprennent très bien et quand on explique avec des mots simples et adaptés à leur âge. Ok. Très bien. Cécile, est-ce que tu as mentionné ce que tu voulais dire tout à l'heure au antenne? Tout à fait. Formidable. C'était à propos du devoir conjugal. C'était à propos du devoir conjugal, d'accord. Donc, si on reprend en résumé, en fait, votre travail, votre souhait, ce sera en effet qu'il y ait cette éducation le plus tôt possible. Et oui, et que moi, les ateliers, je reçois des enfants souvent où les parents les inscrivent. Donc déjà, il y a une sensibilisation. Alors que si on était dans les écoles, tous les enfants pouvaient avoir exactement. accès à ce que ces j'allais dire, ateliers. c'est-à-dire que les parents qui inscrivent font déjà cette démarche. Donc ils ont déjà parlé de tout. Voilà, c'est ça. Alors que ces enfants-là auront peut-être cette possibilité, même s'il n'y avait pas ces ateliers qui sont formidables et auxquels il faut s'inscrire, voilà. Mais s'il n'y avait pas ces ateliers-là, peut-être que les parents feraient un travail déjà à la maison. Mais combien de parents ne le font pas? Non. C'est ça. Parce que c'est ça. Donc, pas l'information. Il y a en effet la formation à faire peut-être au niveau de l'éducation nationale, mais il y a également une information à faire passer auprès des parents. Et c'est là donc que ton association aussi voilà. Et est-ce que Cécile, toi tu organises aussi alors en dehors de tes consultations au cabinet, ou est-ce que tu fais des interventions comme ça auprès de public? Non, pas du tout. Alors il y avait eu un essai de partenariat avec une MJC, donc du coup qui touche un peu plus des jeunes de tout public dans un quartier d'Annecy. Et puis là aussi, alors qu'on s'était rencontrés 2 fois, c'est un projet qui a avorté, qui s'est pas mis en place. Alors moi je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est important à dire, c'est que la sexualité, ça reste un sujet extrêmement tabou. Chila, elle dit toujours en riant que je parle de sexualité tout le temps. C'est vrai. Elle parle de sexe toute la journée. C'est vrai que mon job fait que je parle de sexe toute la journée, que j'en parle de manière très décomplexée, que j'en parle de manière sans aucun tabou et sans aucune gêne. C'est pas le cas de tout le monde. L'idée, c'est aussi d'accepter les limites de chacun, les réserves de chacun, la pudeur de chacun, parce que moi je rencontre des couples qui n'osent pas nommer leur relation sexuelle alors qu'ils viennent me voir parce qu'il y a eu un adultère et que du coup ça menace l'équilibre du couple et qu'ils me disent qu'ils n'ont plus d'intimité. Et moi je fais un petit peu exprès de pas bien comprendre ce que ça veut dire. Intimité, oui. Voilà, l'intimité, la complicité aussi des fois. Alors moi je suis complice avec plein de gens, mais ça veut pas dire que je couche avec eux, donc voilà. Et en fait les gens, même du coup dans le secret d'un cabinet, ne le disent pas. Donc les réticentes de parler de sexualité avec ses propres enfants, moi je les entends totalement et je défends vraiment l'idée qu'il faut avoir des relais, qu'il faut aller voir des professionnels, qu'on est là pour ça, qu'il faut s'informer. Il y a des bouquins formidables aussi. Vraiment, mais alors c'est ça, c'est l'accès à ces ressources-là peut-être que les parents n'ont pas. Voilà, c'est ça. C'est moi je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas. Moi je crois beaucoup à la formation. Là, ce que j'ai réécrit par le crayon de Chila, c'est vraiment. Moi, je pense que plus on parle de ce sujet, plus on en parle. Voilà, des émissions comme aujourd'hui, c'est hyper important parce que plus on va parler, on va vulgariser. Pas dans le terme de vulgariser, de populariser. Voilà. Plus on va rendre ce sujet entendable, écoutable, avec des gens qui en parlent sans aucune gêne et qui peuvent du coup parler de ça, et plus la mentalité, elle va évoluer, mais voilà, c'est long à changer des mentalités. Et on parle de consentement beaucoup dans la vie sexuelle ou dans l'éducation sexuelle des enfants. Attention, le consentement peut être aussi au quotidien, comme je disais tout à l'heure, mais dans le monde du travail, dans l'entreprise, avec les amis, la famille. C'est tout un ressenti, et c'est ça, c'est reconnaître ses émotions. Parce que quand tu dis oui à quelqu'un, sois sûr que tu dis pas non à toi-même. Se respecter soi-même, voilà. quoi. Oui, c'est ça. Et donc, le monde du travail, les entreprises devraient aussi s'ouvrir
Et j'ai proposé des conférences sur le sujet de le consentement, tout ça. C'est beaucoup trop innovant, Madame Nico. Alors, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. mais c'est vrai que le consentement, c'est vraiment une affaire qui se vit au quotidien. Et plus on le fait dans le respect de soi-même et des autres, moins on a de... Ok. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu es toujours aussi... bavarde? Non, optimiste, j'allais dire. Optimiste, parce que moi, j'ai l'impression, voilà, qu'on arrive au bout de l'émission et on se rend compte quand même qu'il y a énormément de freins, énormément de de barrières, de choses, voilà, qui. C'est mon côté militante. D'accord. Je pense que voilà, pour une cause si importante. Je te reconnais bien là. Un petit conseil pour terminer. Un petit conseil aux parents, peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Cécile? Oser demander de l'aide si besoin. Exactement. Moi, je pense. Et puis, moi, je crois beaucoup à la théorie de la petite graine qu'on sème et voilà, qui, un jour, va peut-être éclore. Voilà. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, c'était une petite graine, c'est ça? Tout à fait. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, mesdames, pour cette émission qui était passionnante. J'avais dit qu'elle serait passionnée, elle l'a été aussi. Il faudra revenir parce qu'on n'a pas tout abordé. Donc, voilà, je vous inviterai à nouveau. Voilà, donc c'est la fin de l'émission. Je vais faire place maintenant à l'agenda. L'agenda que vous retrouverez sur l'application gratuite Autour des parents. Vous y trouverez donc les détails de chaque atelier que je vais énumérer tout de suite. Il s'agit bien sûr uniquement des ateliers du territoire Grand Lac et de l'agglomération chambérienne. Pour ceux de Haute-Savoie, Isère ou Rhône, je vous invite à consulter l'application Autour des parents. Alors, vendredi 17 juin, à Aiguebelette, un atelier gratuit couche lavable de 18h30 à 20h30 organisé par Bébé Colo des Savoies. Le même atelier en participation libre sera organisé à Albins le 20 juin. Vendredi 17, toujours une soirée jeux famille organisée par la Ludotex à la résidence Fontanet à Aix-les-Bains de 18h à 22h. Samedi 18, alors le programme est chargé samedi, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. De 14h à 17h à Tresserve, 3 heures d'animation pour les 4-10 ans. Course d'obstacles, jeux XXL, casse-tête, goûter, cadeaux, organisé par Julie de Il était une fête. Samedi 18, toujours, 1 heure de détente de 9h à 10h pour tous les parents, boulevard Robert Barrier à Aix-les-Bains, proposé par Nelly de Pomme d'Éveil. L'atelier sera réédité le mercredi 25 juin et le vendredi 27 juin. Samedi 18, toujours, de 14h à 15h à Tresserve, au jardin de la mairie, un atelier philo en famille proposé par Christelle Mancuso de l'Atelier des Bulles, que vous retrouverez aussi vendredi 24 juin de 17h30 à 18h30. Samedi 18, encore de 11h45 à 13h45 dans la boutique Graines de Marmot à Chambéry, vous pourrez assister à un atelier motricité libre. Le 21 juin, le mardi 21 juin, toujours dans la boutique Graines de Marmot de 17h30 à 19h, un atelier yoga prénatal. Le 28 de 9h30 à 12h30, un atelier portage débutant. Et le 29 juin, un atelier danse en duo pour les 2-4 ans de 10h à 11h. Tout ça chez Graines de Marmot. Mercredi 22, au Jardin Vagabond à Aix-les-Bains pour les enfants, de 9h à 11h, il y aura une balade sensorielle, du land art et de la méditation. Ces ateliers se feront aussi le mercredi 29 juin et le 6 juillet. C'est organisé par l'Atelier des Bulles. Et je termine mercredi 29 juin avec une conférence santé bucco-dentaire au café associatif La Nébuleuse à Chambéry-le-Vieux de 16h à 18h30, organisée par Myriam de Parentalité Cohérente. Voilà, ce coup-ci, parenthèse parentale se referme pour 15 petits jours et on se retrouve le mercredi 29 avec en invité l'association Ma Chance, Moi aussi. Au revoir, prenez soin de vous et de votre vie de famille. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.